C'est ça, c'est ça. Et beaucoup partagent avec moi que ça a, par exemple, transformé leur façon finalement de voir les gens, de voir l'humain en général, que dans leurs actions, c'est souvent beaucoup plus fin, plus précis, qu'il y a vraiment quelque chose, on va dire, de la notion de la conscience qui s'est grandement améliorée, par exemple. Skill Me Up. Bienvenue sur Skill Me Up, le podcast qui développe tes compétences et celles de tes équipes. Chaque semaine, avec mes invités, on décode les éléments clés d'une stratégie de formation pertinente et petit à petit, on t'aide à construire la tienne. Je suis Delphine Moncorgé et je t'invite à me suivre dans ce nouvel épisode. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue sur Skill Me Up. Aujourd'hui, je reçois Élodie Elliott. Élodie est docteure en criminologie et enseignante en profilage et intelligence émotionnelle. Elle aide les autorités judiciaires et les forces de l'ordre au décryptage psychocriminologique. Elle forme aussi les dirigeants et managers au profilage pour les aider dans des situations de négociation, de conflit, de management ou de prise de décision difficiles. Bonjour Élodie. Bonjour, merci de m'avoir invitée. Mais je t'en prie. Alors, je suis ravie de t'accueillir sur Skill Me Up. Aujourd'hui, nous allons parler de criminologie, mais surtout de profilage et de leadership d'influence. Donc, que des sujets passionnants. Mais avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter en 3 points, 3 dates ou 3 chiffres clés, s'il te plaît? Oui, alors 3 points, je dirais justement criminologie, expertise et business. Et 3 dates, 2011, 2012 et 2014. Alors maintenant, il va falloir que tu expliques parce qu'on est un peu dans l'enquête. Oui. Effectivement, j'ai tellement l'habitude d'être discrète sur certaines parties de mon métier que c'est vraiment... Je dirais que les dates qui ont vraiment marqué le changement, c'est la naissance de ma fille, ainsi que ma reconversion professionnelle et l'inscription justement pour enchaîner avec mon doctorat. C'est pour moi les 3 dates les plus marquantes. Ouais. Ok, merci beaucoup. Je sens que ça va être très difficile d'obtenir des informations de ta part dans cette interview. C'est vrai que j'ai plutôt l'habitude de questionner que de répondre aux questions. Oui. Pour commencer, Élodie, quelle est selon toi la définition la plus juste et opérationnelle de ta spécialité, la criminologie? Je dirais justement décrypter le pourquoi et le comment. Pour moi, c'est vraiment ce qui décrit le plus la criminologie. Après, on a tendance à le lier énormément à tout ce qui concerne la partie policière, si je puis dire, d'un point de vue extérieur. Mais en fait, la criminologie, c'est vraiment l'art d'observer et de comprendre des comportements, des motivations et des mécanismes de défense. D'accord. Et parmi les approches contemporaines, alors psychologiques, sociologiques, émotionnelles, quelles sont celles qui te semblent les plus éclairantes pour comprendre les comportements, justement? Quand tu parles d'approche, tu parles justement au niveau de la crimino ou au niveau des approches qui peuvent être complémentaires à la criminologie? C'est les deux, en fait. De quoi tu te sers, toi, pour pouvoir comprendre les comportements, à la fois les comportements sur lesquels tu aides, par exemple, les forces de l'ordre, et puis peut-être des éléments complémentaires qui viennent t'aider? Oui, alors en fait, par rapport aux différents outils, il peut y avoir aussi bien des modèles de personnalité que des choses justement très complémentaires aux observations de la criminologie dans le sens large, c'est-à-dire vraiment tout ce qui comporte les signaux faibles qui sont observables, la profondeur finalement d'un comportement, donc comprendre pourquoi une personne agit comme ça et pas seulement comment une personne agit comme ça. Au niveau des outils, on est en fait dans l'utilisation de certains outils qui peuvent être dits classiques, type PNL, synergologie, différents outils qui concernent également ce qu'on appelle en fait la science des gestes, c'est-à-dire au-delà de la synergologie. Et je travaille aussi beaucoup vraiment sur la motivation et ce qui entraîne les décisions au sens des biais. Donc tu mixes plusieurs approches, en fait. Oui, une 50aine d'outils au final, qui sont des outils qu'on appellerait dits classiques et qui forment en fait la psychocriminologie au sens où on l'entend. D'accord. Alors Élodie, tu formes à la fois des professionnels de la justice et des dirigeants.
Qu'est-ce qui les amène à consulter une experte comme toi et comment tu gères peut-être ceux qui viennent avec des idées un peu reçues façon série télé, esprit criminel ou autre? Alors déjà, ne serait-ce que par le centre de formation dans lequel je les reçois, c'est assez cocasse puisque c'est complètement en décalage avec mon métier. J'en dirai pas plus, je vous laisse découvrir. Et du coup, ça pose tout de suite le décor. Donc, ils sont complètement surpris et déstabilisés par l'endroit. Et ensuite, j'amène quelques exercices qui vont démonter un certain nombre de leurs croyances par rapport à ce qu'on voit dans les films, par exemple. Et je les taquine un petit peu comme ça pour leur montrer que ce qui paraît n'est pas. Donc, aussi bien par rapport à mon métier, et je m'en sers ensuite pour rebondir, puisque eux, pour apprendre à profiler, ils doivent d'abord apprendre une certaine notion de neutralité. Et donc, je me sers de ce biais assez drôle sur la façon dont on perçoit les criminologues pour introduire ça lors des séminaires. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui fait qu'ils viennent te voir en fait? C'est quoi leur motivation quand ils te contactent? Alors, il y a, je dirais, autant de motivation presque que de personnalité et ou de métier. C'est-à-dire qu'il y a un mix. Un avocat, par exemple, ou un médiateur va vraiment venir chercher la partie externe, si je peux dire, c'est-à-dire le fait de comprendre les autres. Les dirigeants aussi, mais il y a vraiment plus chez les dirigeants et les DRH un mélange entre l'interne et l'externe, c'est-à-dire de je me comprends mieux moi et je comprends mieux les autres et j'arrive à les cerner. Et je surprends d'ailleurs souvent les personnes qui viennent plutôt chercher, on va dire, vraiment la notion de profilage, puisqu'ils repartent beaucoup avec finalement une connaissance d'eux-mêmes approfondie. Parce que pour connaître les autres, tu n'as pas le choix, tu es obligé de creuser Connaître-toi, ouais, aussi ouais. en toi-même. Et donc finalement, tout le monde vient chercher quelque chose d'un peu différent et tout le monde trouve quelque chose de commun qui est vraiment la découverte humaine. Très bien. Quand tu collabores avec les forces de l'ordre, quelles analyses sont décisives dans une enquête et comment tu établis la frontière entre justement compréhension du comportement de l'individu qui est visé et risque de surinterprétation peut-être? Alors c'est justement, c'est justement tout un travail. La neutralité dont je te parlais tout à l'heure, en fait, c'est quelque chose que j'ai travaillé pendant plus d'une dizaine d'années et que je travaille encore maintenant. C'est le premier sujet qu'on t'apprend quand tu commences le cursus. C'est vraiment quelque chose de primordial. Maintenant, j'estime que on a toujours finalement une influence de qui on est. Donc, j'ai envie de te dire, tu fais au mieux en essayant de pas tomber dans les divers biais. Même si, en fait, la réalité, c'est que pour moi, avoir une neutralité totale est quasiment impossible. Mais c'est la raison pour laquelle je donne toujours dans certaines expertises le point de vue des deux Ok, parties, voire même tripartie si c'est le cas. Si tu veux, c'est une neutralité dans ce que je constate. Pour moi, sans vraiment avoir ces deux parties-là, par exemple, tu peux pas expliquer quelque chose d'un point de vue extérieur en disant je suis totalement neutre. Par contre, bien sûr que l'idée c'est de l'être à 99,9%. ouais, Voilà. ok, ça marche. Et ça, c'est un travail quotidien. Et alors pour les dirigeants, pour les RH, tu as créé un programme qui s'appelle Executive Profiler 360. Quelles limites du leadership traditionnel t'ont poussé à imaginer ce programme, cette approche scientifique et immersive, si j'ai bien compris? En fait, ça a commencé de façon très simple. C'est que j'ai un modèle de personnalité que j'apprécie particulièrement, qui est l'énéagramme, que j'ai appris en fait déjà depuis plus d'une quinzaine d'années maintenant lorsque j'étais moi-même manager, donc avant ma reconversion. Et c'est un outil que j'ai toujours porté dans mon cœur, auquel je me suis formée de façon intensive en dehors de mes autres pratiques, et qui est quelque chose dont je parle beaucoup. Et en fait, j'ai voulu au départ transmettre l'énéagramme en le complétant avec d'autres connaissances que j'avais et d'autres outils que j'avais auprès de certains dirigeants, managers, cadres de mon entourage, puisque l'idée au départ c'était de faire un accompagnement, on va dire, managérial et dans le développement personnel pour m'éclater, en plus de mon activité justement de criminaux.
Et en fait, il se trouve que les premiers retours que j'ai eus, c'est ouais, mais en fait, c'est pas de l'énéagramme, ouais, mais en fait, c'est dingue ton truc, ouais, mais en fait, tu sors ça d'où, enfin bon, etc. Y compris d'ailleurs des personnes qui s'étaient, par exemple, formées au modèle de l'énéagramme, où j'ai remarqué, il y a une dizaine d'années, qu'il y avait énormément d'erreurs, aussi bien lorsque on se type soi-même que lorsqu'on type quelqu'un d'autre, mais vraiment beaucoup d'erreurs avec des tests divers et variés qui finalement apparaissent complètement faux. Quand on compare la description d'un profil de l'énéagramme et en fait la description psychocriminologique complète d'une personnalité, je me suis dit mais c'est pas possible, en fait je peux pas laisser faire ça comme ça. Et certes, ça reste une recherche intérieure, donc c'est très chouette. Mais au-delà de ça, pour moi, ça restait peu professionnel du coup. Et donc, j'ai eu l'opportunité d'associer plusieurs outils de personnalité, dont l'énéagramme, le MBTI, le modèle de Hollande par exemple, et d'en faire finalement un questionnaire extrêmement fiable qui permet d'avoir une vision très fine des différents profils au sens de modèles de personnalité et d'ajouter des formations. Donc maintenant, on est à un parcours de 20 jours de formation. Ça m'a pris plus de 3 ans pour vraiment mettre au point ce parcours en le mixant avec une cinquantaine d'autres outils issus de la psychologie, de la criminologie et des outils plus grand public pour en faire quelque chose qui fasse un leader ou un DRH aguerri et capable d'observer sous différents angles une personne pour l'influencer dans ses objectifs, mais toujours de façon positive et éthique. Et du coup, dans tes parcours, c'est quoi les compétences qui sont travaillées, notamment en profilage ou en intelligence émotionnelle? Parce que tu as parlé tout à l'heure de PNL, etc. Donc j'imagine que tu utilises aussi ça. Oui, principalement justement le leadership au sens présence, D'accord. c'est-à-dire comment je suis et comment est l'autre et comment j'adapte ce leadership. La synchronisation. Exactement, donc au sens, comme tu le disais tout à l'heure, de l'intelligence émotionnelle, mais du coup vraiment de l'appliquer concrètement dans un leadership et un management, qu'il soit quotidien ou transversal d'ailleurs. Des compétences aussi, par exemple, de coaching et d'accompagnement. Alors, je fais pas de mes clients des coachs, mais je fais de mes clients des personnes en capacité d'accompagner des équipes et d'accompagner des personnes qui vont venir appuyer ce qu'ils ont appris pour pouvoir redescendre. C'est-à-dire que quand j'ai le dirigeant, dans 95% des cas, il m'envoie au minimum, au bout de quelques mois, son comité. Et l'idée, c'est de travailler ensemble pour pouvoir vraiment emmener tous les collaborateurs vers ce vers quoi le dirigeant ou le comité a envie d'aller. Donc, c'est vraiment la capacité de travailler sur soi, mais aussi de travailler avec les autres et de transmettre. Et puis, le troisième pan, je vais dire, c'est justement la partie observation vs la communication, par exemple, pour recruter. Ok. Et du coup, ça se passe comment, cette partie observation? Justement, ça fait le lien avec le profilage. Ça se passe comment? Ça se passe qu'en fait, c'est pour ça que le parcours dure 20 jours. C'est-à-dire que tu as la possibilité, si tu le souhaites, de suivre par exemple un module ou 2 ou 3 modules du parcours. On va dire les 3 premiers, par exemple, si tu n'as pas envie de faire le parcours complet. Mais le parcours complet est construit de telle façon que tu ressors avec justement l'équivalent BTS Management. Le tronc commun, c'est vraiment la lecture de l'humain pour en faire quelque chose. Pour manager, pour recruter par exemple, ou même pour être ensemble d'un point de vue personnel. Et du coup, comment tu les aides, les professionnels, à développer cette lecture fine des comportements, en fait? Parce que tu parlais tout à l'heure de signaux faibles, tu parlais d'observation. Il y a aussi tout ce qui est cohérence verbale, non verbale, enfin paraverbale, non verbale. Voilà, si on est bien Ouais, congruent. oui. Peut-être la gestion du stress. Enfin, il y a plein d'éléments Oui, qu'il faut pouvoir observer ou décoder. Est-ce que tu les outils pour chaque truc, ou est-ce que chacun, peut-être selon ses objectifs ou peut-être selon une certaine facilité personnelle, va plutôt vers l'un ou l'autre, ou il faut tout développer pour être au top? Enfin.
Non, on va vraiment effectivement développer, plusieurs sortes de compétences et plusieurs choses. Par exemple, comment je repère les motivations réelles de quelqu'un? Comment je repère, ses drivers inconscients? Comment je repère, ses zones de stress? Comment je repère, le style, décisionnel de quelqu'un? Comment, je fais, de la prévention au niveau des conflits? Comment je me positionne par rapport aux différents profils? Comment je questionne pour faire un recrutement plus précis ou plus intelligent, ou même comment je questionne de façon générale. La questionologie, en fait, est par contre un autre outil central par rapport à l'énéagramme, c'est qu'on a vraiment une association de différentes choses qui vont faire qu'on va être précis, profond et pouvoir l'appliquer vraiment directement. C'est-à-dire que dès le lendemain du premier module, par exemple, ils sont en capacité, les participants, d'appliquer. Alors, ça va être par rapport à leurs difficultés dans la vie quotidienne, mais justement, ils vont pouvoir le mettre en pratique en réunion, lors d'un management, lors d'un entretien individuel. Ils vont vraiment pouvoir aussi bien améliorer certaines décisions, ils vont de façon naturelle réduire certaines erreurs d'évaluation qu'ils auraient pu faire, par exemple, ou quand ils se retrouvent face à une personnalité complexe, le fait d'avoir rencontré toutes sortes de personnalités pendant le séminaire, même sans parler d'outils concrets, va déjà les aider. J'ai une anecdote, moi, sur un dirigeant qui m'a dit: «Ah, mais c'est génial, en fait, parce que un tel dans la formation, elle est de la même base qu'un de mes commerciaux avec qui j'ai un gros problème.» Et il y avait même le même profil au niveau de Ah l'instinct, ouais, au niveau c'est des génial. compétences, on était sur la même chose. Enfin, c'était vraiment très proche et ils ont passé 3 jours à toutes les pauses à faire des espèces de simulations, de sketchs, d'échanges pour que justement ce dirigeant, le lundi, soit prêt par rapport au fait que lui, par exemple, voulait retenir ce collaborateur et faire en sorte qu'il intègre un programme qu'il refusait d'intégrer. Et il m'a dit: «Mais c'est génial, en fait, parce que j'avais X en face de moi.» Et c'est tombé comme ça, quoique ça arrive quand même plus souvent que ce qu'on pense. Moi, c'est ce que j'appelle la beauté du parcours, quoi. C'est qu'en fait, tu obtiens des résultats concrets sans même te demander quel est l'outil que tu utilises. Puis après, bon, bah, il y a le savoir-faire aussi, hein. Une journée n'est jamais exactement comme une autre. Les outils sont les mêmes, le programme est le même, l'application est la même, mais les gens sont pas les mêmes. La façon de l'amener n'est jamais la même, les discussions ne sont jamais les mêmes. Donc, c'est vraiment la matière du séminaire ou des séminaires qui va faire qu'il va y avoir la signature Profiler 360. Mmh. Et tu prends combien de personnes au max pour que du coup ça fonctionne? C'est une dizaine de personnes. Ouais, d'accord. Est-ce que tu aurais un autre exemple concret où l'intelligence émotionnelle est devenue décisive? Alors, je sais pas, dans une enquête, une analyse comportementale ou une situation de leadership, où vraiment, toi, tu l'as vécu ou un de tes apprenants t'a rapporté qu'il avait mis en place quelque chose? Tu pourrais nous partager. Oui, des anecdotes, en fait, j'en ai plein parce que j'en ai plusieurs par apprenant. Entre, les personnes qui viennent me voir en me disant: «Mais en fait, j'étais au fond, sans même le savoir quand je suis venue te voir et je suis complètement remontée.» Alors au fond, au-delà de la santé mentale, ça peut être, embourbé, hein, Oui, bien sûr. dans le quotidien, ça peut signifier beaucoup de choses. J'ai, beaucoup de participants qui ont partagé avec moi qu'ils avaient, réduit leur turnover, Ouais. qu'ils avaient aussi, par exemple, fait des recrutements justement beaucoup plus fiables, que des personnes qu'ils ont recrutées peu de temps avant, ils auraient peut-être reconduit ou pas reconduit, enfin bref, ils ont pris des décisions finalement qu'ils auraient peut-être pas prises avant le parcours et qui leur a apporté quelque chose. Beaucoup aussi ont développé leur réseau, ils ont développé le chiffre d'affaires aussi par effet de levier parce que il y a tout un mécanisme qui se met en place. En fait, beaucoup me disent: «Moi, je repars cette année avec 10 amis supplémentaires.» Ouais, ça c'est chouette. Il y a une dynamique qui se crée et ils se soutiennent les uns les autres et ils avancent ensemble et ça, c'est aussi une belle aventure humaine, en fait. Ouais, puisqu'en plus ils ont des situations différentes, donc c'est complémentaire dans l'apprentissage. Ouais. C'est ça et beaucoup partagent avec moi que ça a, par exemple, transformé leur façon finalement de voir les gens.
de voir l'humain en général, que dans leurs actions, c'est souvent beaucoup plus fin, plus précis, que il y a vraiment quelque chose, on va dire, de la notion de la conscience qui s'est grandement améliorée, par exemple. Mais ils deviennent pas non plus obsédés par l'observation. C'est-à-dire, dans leur vie privée, après, quand ils rentrent chez eux, est-ce qu'ils sont là à décrypter tous les comportements de leur épouse, de leurs enfants, de leurs conjoints? Alors, j'essaye de les freiner. Alors en fait, ceux qui sont à la fin du parcours ont perdu cette habitude. Ok. Mais on va pas se mentir, quand ils quittent les 3 premiers jours du séminaire, sont le dimanche soir en train de typer même le chat. Ça, c'est un biais humain et c'est un biais d'ailleurs qu'ont tous les modèles de personnalité, Ouais. en fait. C'est par contre aussi ce qui fait que j'ai associé plusieurs modèles de personnalité parce que justement, mettre les gens dans une case, comme on me dit souvent, c'est pas mon truc et que je reviens constamment sur l'éthique, la bienveillance, la confidentialité. Bien sûr, comme je disais, ils sont humains, donc les biais se mettent en place. Mais je vois quand même, par exemple, au bout de la 6e journée, qu'ils commencent à perdre cette habitude, à prendre du recul, à prendre de la neutralité et à être justement beaucoup plus dans, comme je dis souvent, la réception et non l'émission. C'est-à-dire de vraiment être là, voir ce qui se passe et d'interpréter avec le plus de neutralité possible ce qui se passe, sans chercher le pourquoi du comment etc. Ouais, d'accord. Mais voilà, il leur faut 6 jours pour décrocher, mais c'est aussi pour ça que le parcours est sur 1 an, quoi. Ouais, bien sûr. C'est parce que, je vais utiliser une expression assez vulgaire, mais qui est réelle, c'est que je suis pas là pour faire des formations à l'arrache. Je suis là pour former des personnes qui veulent profiler avec éthique. Ok. Et pour finir, on voit de plus en plus d'entreprises qui ont besoin de compétences d'enquête et d'analyse pour tout ce qui est compliance, gestion de crise, cybersécurité. Comment la criminologie peut s'intégrer ou le profiling peut s'intégrer dans ces nouveaux contextes? Est-ce que tu penses que c'est une piste supplémentaire? Oui, alors c'est une piste. Pour ma part, j'utilise mon savoir-faire en criminologie pour gérer principalement des crises humaines ou des sujets tendus au sein de certains comités, par exemple, ou faire des replacements qui sont très touchy, où on parle de plus en plus des personnalités toxiques. Le terme est un peu galvaudé, mais malgré tout, ça existe. Quand c'est comme ça, justement, j'ai certaines personnes qui font appel à moi pour savoir si effectivement X ou Y est toxique ou si c'est contextuel, systémique ou autre. Là, c'est utile. Par contre, au niveau de la cybersécurité, etc., je t'avoue que c'est pas mon domaine. J'ai des collègues qui y travaillent, mais c'est pas mon cas. Ok. Alors, je te propose maintenant de passer aux questions signatures du podcast. Ma première question, Élodie, c'est comment fais-tu ta veille? C'est vraiment de différentes façons. Je lis énormément, que ce soit des revues professionnelles ou des livres techniques, différentes thématiques, aussi bien le DSM qu'un roman X ou Y. Également, je me forme beaucoup, aussi bien dans des formations qui sont directement liées à mon domaine ou des formations connexes, type la négociation ou des formations qu'on appellerait plus bien-être, par exemple, des retraites sur ce qu'on appelle les mouvements de Gurdjieff, qui sont, tu vois, quelque chose de très ésotérique, mais qui permettent de travailler sur la présence, par exemple. D'accord. Je suis aussi très attirée quand même par ce qu'on trouve, bien sûr en source vérifiée, mais sur LinkedIn, sur Internet. Et ma meilleure veille pour moi sont les êtres humains qui m'entourent. Par exemple, des clients, souvent j'explique en formation qu'en fait, ils me nourrissent autant que je les nourris. Et parfois, quand il y a quelque chose qui me surprend, je dis mais alors, mais dis-moi, mais explique-moi pourquoi. C'est assez drôle. Donc, les clients et puis bien sûr aussi les magistrats que je côtoie et les échanges qu'on peut avoir dans le quotidien qui viennent apporter un plus. Très bien. Quelle est la formation qui a eu le plus d'impact sur toi et pourquoi?
En fait, la formation qui a eu le plus d'impact sur moi, c'est le 3e cycle de formation que j'ai suivi d'Ennéagramme, parce que le formateur voulait absolument me faire admettre que j'étais d'une autre base que la mienne. Et c'est ça qui a enclenché après le fait que je voulais le transmettre. Et qui a ensuite enchaîné avec tout ce que j'ai constaté et qui a fait que j'en ai fait un petit combat personnel, disons. Mais ça a vraiment changé ma façon de voir les choses au niveau des formations de développement perso. Ok. Si tu devais donner un seul conseil à un DRH ou un responsable formation, ce serait lequel? Alors, pour la blague, ce serait de venir suivre le parcours. Bien sûr. Et sinon, en réalité, ne jamais supposer. Ne jamais supposer, toujours questionner. Et pour finir, quelle actu récente ou prochaine aimerais-tu partager avec nous, Élodie? Alors, le 30, 31 janvier et 1er février a lieu un prochain départ de cohorte, donc le module numéro 1 du parcours, auquel peuvent participer des personnes soit pour découvrir le parcours, soit effectivement directement en s'inscrivant à l'année d'accompagnement des 20 jours et en bénéficiant dès l'inscription d'un accompagnement mentoring individuel offert pour cette nouvelle année. Waouh, super, c'est bien ça. J'espère que pas mal de personnes vont en profiter. Oui, il reste 3 places, mais... Ce podcast va te permettre de finir de compléter ta cohorte, c'est top. Ouais, écoute, chouette. Merci Élodie pour ce que tu nous as raconté, à la fois sur ce que tu as créé, mais aussi la façon dont on peut profiter du profiling et des apports de l'Ennéagramme, de la criminologie dans notre quotidien en tant que dirigeant, en tant que manager, en tant que DRH. J'ai bien noté que ça peut permettre de changer la façon dont on voit l'humain, donc ça, je trouve ça chouette. D'enrichir notre vision, de dépasser nos biais cognitifs et pas rester à un niveau simple, mais d'aller un peu plus loin. Donc ça me plaît bien. Et ça me plairait bien aussi de faire le programme. Il faut juste après trouver le temps. En tout cas, merci beaucoup, Élodie. Merci à toi, Delphine. Et c'est avec plaisir d'ailleurs que je peux bloquer ta place pour le 30, 31 janvier, 1er février. Et en ce qui concerne le temps, alors il est vrai que c'est un investissement en temps. Par contre, c'est en vendredi, samedi, dimanche, justement, pour que ça pèse un peu moins dans les agendas. Les 3 jours que tu investis, tu récupères après énormément, aussi bien de temps que d'autres gains. Honnêtement, j'ai pas une personne qui part de chez moi en ne me disant pas « il faut que tu enseignes ça à l'école » ou « il faut que tu le développes dans le monde » ou « il faut que j'en parle ». Enfin, voilà. Oh là là, bah, tu vas achever de me convaincre, c'est top. Bon, bah, écoute, merci encore, Élodie. Merci à toi. Et puis, bah, on en reparle. À bientôt. Au revoir. Avec plaisir. À bientôt, Delphine. Au revoir. J'espère que cet épisode t'a inspiré. S'il t'a plu, pense à ajouter plein d'étoiles sur ta plateforme d'écoute. Et si tu veux booster ta stratégie de formation, contacte-moi sur LinkedIn. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. D'ici là, abonne-toi, belle journée et à très vite.